Hello! Bienvenue sur la chaîne pour cette toute nouvelle vidéo. Deuxième vidéo du mois de mai et aujourd'hui on va faire le bilan de mes lectures du mois d'avril. Donc au mois d'avril j'ai lu 6 livres que je te présenterai. Comme d'habitude je te mettrai tout ce qui est livre numérique ici en petite image de ce côté ou de ce côté là. On verra bien. J'ai eu un abandon aussi, donc j'en parlerai au moment où je te le présenterai. Je vais les faire dans l'ordre de lecture. Et à la toute fin de la vidéo, on va faire un petit aparté sur les livres que je me suis achetés le mois dernier. Je te les montrerai, c'est pas forcément des nouvelles lectures, c'est surtout des livres que j'avais envie d'avoir en papier. Donc je te montre tout ça à la fin de la vidéo. Et on est parti du coup pour la première lecture. Il s'agit Affronter la nuit, le deuxième tome, Embraser le jour par Marie Repelin, alias Muffin Books sur YouTube si tu la connais. J'avais lu le premier, quand est-ce que j'ai lu le tome 1? Enfin j'ai lu l'été dernier. Pareil en e-book, et donc là j'ai lu le deuxième tome, j'ai mis la note de 18 sur 20. Moi j'ai beaucoup aimé la duologie, elle était vraiment très très sympa. Pour te faire un petit peu le résumé, on est dans un monde différent du nôtre où en fait la nuit et le jour durent une année. Donc en fait pendant 6 mois c'est le jour et 6 mois c'est la nuit. Et enfin tout ça avec l'évolution crépuscule, l'aube qui commence à monter, de plus en plus de luminosité jusqu'à redescendre, etc. C'est vraiment comme si le cycle solaire de 24 heures était réparti sur 365 jours. Et donc dans ce monde-là, il y a des dragons qui attaquent sans relâche le pays pendant ce qu'ils appellent la grande nuit, donc la partie où il fait sombre, où c'est la nuit et l'hiver. Et certaines personnes sont touchées par la divinité, par le rayon, et ils développent certains pouvoirs. Donc il y a des pouvoirs un peu différents, les poings qui développent une force, qui peuvent faire apparaître des armes, les cœurs qui peuvent soigner les blessures, il y a les yeux qui peuvent voir l'avenir, les têtes qui sont plus intelligents et qui peuvent parfois faire de la télépathie entre eux. Donc il y a plusieurs types de pouvoirs. Et quand les gens sont touchés par le rayon, donc là on va suivre Olivia, Liv qui est touchée par le rayon, et bien il faut aller à l'académie, apprendre à se battre, à maîtriser son pouvoir et être envoyé au front comme de la chair à canon pour combattre les dragons et les empêcher de faire de plus en plus de victimes tous les ans et gagner cette guerre interminable. On apprend assez vite qu'il y a plus d'enjeux que ça, qu'il y a des choses qui sont cachées ou pas. Et on a aussi tout le côté un peu fan family, se faire des nouveaux amis, avoir cette famille qui est à l'académie, avec qui on évolue. Une petite romance aussi dans l'histoire, un peu de vengeance aussi, c'est très très sympathique. C'est du young adulte, donc franchement c'est à la portée de tout le monde. La romance est importante, mais pas que. On a aussi les dénouements, comprendre ce qui se passe, ce qu'on cache ou pas. Et c'est vrai que ce deuxième tome, j'ai beaucoup aimé. Le premier, on est vraiment dans la découverte de l'univers, on commence à se poser des questions, on commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Dans le deuxième, on a les réponses, les résolutions. Franchement, personne n'est épargné. On ne peut pas s'attendre à ce qui va se passer. On en apprend beaucoup plus sur les dragons aussi. Même si on aurait aimé en avoir plus, je pense que ça aurait été assez compliqué. Enfin, le dosage est suffisant pour l'histoire. Même si d'un point de vue personnel, fan, on aurait aimé en avoir plus, mais c'est vraiment la dose qu'il faut pour résoudre l'histoire. La fin est
est très poignante. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. On a des côtés un peu qui moi personnellement m'ont fait penser à Divergente, un petit peu par moment, mais pas du tout en mal. Je sais même pas si c'est officiel que l'autrice est un peu inspirée de ce qu'elle a déjà pu lire, hein, forcément. Mais on est vraiment dans cet esprit-là, young adulte, vraiment très sympathique que je recommande. Donc comme je l'ai dit, moi j'ai mis 18/20. Ça c'était le premier livre que j'ai bouclé en avril. Non, si en avril. Le deuxième livre, il s'agit de La tisseuse de vent de Nina Lan, que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps. Dès que j'avais vu sa sortie, j'avais eu envie de le lire et j'ai vu la dernière fois, je crois qu'il sortait en poche, ça m'avait redonné envie. Donc je l'ai lu liseuse, j'ai mis la note de 15 parce que c'était bien mais c'était quand même assez jeunesse. Et pour moi en tant qu'adulte il y avait quelques manquements, mais pour un jeunesse je comprends qu'on soit arrêté là. En fait on suit, comment elle s'appelle, on suit Eloé dans un monde où en fait les vents transportent de la magie et certaines personnes dès leur enfance ont l'aptitude de maîtriser cette magie, d'avoir des pouvoirs. Donc en fait quand il y a des grosses tempêtes, des bourrasques, etc., ces enfants sont habitent dans des moulins pour venir en fait dompter ces vents-là, les restituer le pouvoir à la terre pour pas qu'il y ait pour pas que ça crée des dommages dans les terres, dans les villages, les gens qui n'ont pas de pouvoir pour se défendre. Donc ils font leur apprentissage quand ils sont jeunes comme ça, et arrivé à un certain âge, ils vont dans une académie royale pour vraiment maîtriser leurs dons plus spécifiques à eux et être au service du royaume de plein de façons que ce soit. Il y a vraiment tout type de pouvoirs, que ce soit des pouvoirs de la glace, du feu, de pensée télépathique, enfin tout ce qu'on peut un peu imaginer. Et là on suit donc Eloé qui elle a le pouvoir de tisseuse, donc elle voit les liens qui font les choses. Donc tous les liens entre les personnes, les liens dans les personnages, par exemple le lien qu'on va avoir de notre cœur et notre cerveau, le lien qu'il va y avoir entre la bête et sa nourriture parce qu'elle sait qu'elle va finir par être mangée, enfin, plein de liens comme ça, elle les voit, puis elle peut les tisser, les refaire, les modeler, etc. Et en arrivant au palais, on se rend compte qu'il y a une maladie qui touche ceux qui n'ont pas de pouvoir. Et elle va justement chercher à savoir ce qui se passe, comment ça se fait, on cache des choses, il va y avoir une alliance avec le prince pour essayer d'en découvrir plus. Donc c'est un roman jeunesse, donc c'est très intéressant à lire, c'est assez fluide, on est pris dans l'histoire, mais c'est vrai qu'à par moments j'ai trouvé ça assez peu poussé. J'aurais aimé avoir un peu plus d'explications sur les différents types de pouvoir des autres personnes, ce qui était un peu la norme. J'ai l'impression qu'on avait vraiment beaucoup trop de choses, j'aurais aimé que ce soit un peu plus peut-être classifié, expliqué. Et pareil pour les vents, à un moment donné on nous présente plusieurs types de vents, mais sans vraiment expliquer leur différence. Et voilà, moi j'ai eu un manque par rapport à ça. Donc, j'ai quand même eu une très très bonne lecture, c'est pour ça que j'ai mis la note de 15, mais il y a eu un petit manque qui je pense est du fait que ce soit un roman plutôt jeunesse. Par la suite, donc troisième livre que j'ai lu où j'ai mis la note de 20/20, il s'agit de Dream Arbor, le tome 4, La maison des pancakes aux fraises, que j'ai adoré tout simplement. Je pense que pour l'instant c'est mon tome préféré des 4. J'ai vraiment adoré le côté. Alors on suit Archer qui est un chef de renommée mondiale, internationale. C'est un grand chef cuisinier
à Paris. Et en fait, du jour au lendemain, il apprend que il a une petite fille. En fait, tout simplement, il a eu une amourette avec une personne, avec une femme à un moment donné. Cette femme est tombée enceinte, ne lui a jamais dit qu'il était papa. Sauf que cette femme va décéder en laissant sa petite fille orpheline et c'est lui qui hérite de la garde de l'enfant. Donc il arrive à Dream Harbor pour s'occuper de cette petite fille. Et pour pouvoir s'en sortir, il va faire appel à une nounou. Donc là, c'est Iris qu'on a vu dans le tome juste avant la ferme des sapins de Noël. Elle a été introduite à ce moment-là. Donc là, on va suivre Iris qui a besoin d'argent, d'un boulot, etc. Qui va accepter. Et en fait, elle va devenir nounou à domicile, donc H24 de cette petite Olive qui est trop mignonne. Franchement, la gamine, elle est trop chou. On a vraiment juste envie de l'aimer, de s'occuper d'elle. Donc la proximité forcée va faire qu'ils vont être obligés de se voir, une petite tension qui va s'animer. D'un côté, un Archer qui apprend à être père, vraiment ce changement de vie en lui. Iris qui apprend à faire confiance, à aimer aussi. Et ouais, non, c'était vraiment super cool. Les papas avec les petits, avec des enfants, j'ai craqué, c'était super bien. Ouais, pour l'instant, mon tome préféré de la saga. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre que j'ai lu en papier mais que j'ai prêté, donc je mettrai quand même l'image par ici. Il s'agit de Strange House, Enali de Uketsu. Donc, apparemment un grand auteur au japonais que je connaissais pas du tout. C'est un livre que j'avais offert à mon chéri parce que je trouvais ça assez rigolo. On va partir en voyage au Japon et qu'il aime bien un petit peu tout ce qui est thriller. C'est assez particulier comme livre, ça se lit très très vite. Franchement, je crois que je l'ai lu en 2-3 heures. Grand max, il y a pas beaucoup de pages et c'est un peu perturbant parce que bon, déjà j'ai pas trop senti le changement de narration entre ce qu'on peut avoir en manière francophone ou américaine par rapport au japonais. Ce que j'avais beaucoup plus ressenti il y a quelques années dans un autre roman. Là, ça a été. En fait, on est vraiment sur des dialogues bruts. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a fait que c'était moins marqué. On est vraiment sur des dialogues et on a beaucoup d'illustrations. Parce que l'histoire se base, en fait, le synopsis, ça va être très compliqué à expliquer, mais le synopsis, on est vraiment sur un spécialiste de l'occulte qui est contacté parce que quelqu'un a visité une maison et se dit bah attends c'est bizarre, il y a des trucs un peu étranges dans la maison, vas-y je te donne les plans, essaie de savoir un petit peu, ça peut t'intéresser, vas-y regarde. Donc en fait tout au long de l'histoire on va avoir les plans de cette maison et on se rend compte nous aussi qu'il y a des choses étranges. Il y a une pièce qui n'a pas de fenêtre, il se passe des trucs un peu bizarres dans le plan. C'est certaines choses faciles à voir, d'autres un peu moins. Et en fait, on va le suivre dans sa réflexion, dans ses échanges avec d'autres personnages pour comprendre pourquoi la maison elle est bizarre. Et on apprend au fur et à mesure qu'il n'y a pas qu'une seule maison, mais il y en aura plusieurs et on suit un peu cette histoire de thriller. Alors ils l'ont classé comme horreur, il n'y a pas... c'est pas du tout horrifique, c'est... ouais, c'est un peu glauque par moment, mais il n'y a pas de scène gore, etc. Tout de suite, on en arrive à des solutions un peu loufoques que j'ai trouvées à la fin. Donc en soi, le roman en lui-même était très sympa, très addictif, on le lit. C'est vraiment hyper sympa de remettre en fait à chaque fois qu'il parle d'un élément dans la maison, de remettre le plan et de nous l'expliquer. Donc ça, j'ai vraiment bien apprécié. Après, le dénouement, moi j'ai pas aimé le dénouement. Oui, ça explique des choses, mais en vrai, c'est quand même vraiment tiré par les cheveux.
Donc je crois que j'ai mis la note de... ouais, j'ai mis la note de 14 parce que bon, j'ai quand même passé un bon moment à le lire, mais en soi, sans plus. Ouais. Après ça, j'ai lu L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp, toujours en format numérique. Et là, on est sur un récit historique. On est au XVIIe siècle à Rome. Une jeune fille qui grandit dans un milieu assez aisé parce que sa mère était faisait partie du harem du roi d'Espagne, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a épousé un riche marchand italien, donc elle est allée vivre à Rome avec sa petite fille. Donc elle grandit avec son beau-père et sa mère jusqu'au jour où elle apprend, sa mère lui transmet un savoir, le savoir qu'ont toutes les femmes à cette époque-ci, d'utiliser les plantes, un petit peu quelque chose de l'apothicairerie. Et notamment aussi la recette pour ce qu'elles appellent l'aqua, l'eau, un poison mortel, sans odeur, sans goût, sans couleur, enfin vraiment indétectable le poison. Et en fait là on apprend que sa mère rend visite à des femmes régulièrement pour donner des petits remèdes contre les maux de gorge, les toux, ce genre de choses, faire des petits bandages. Et aussi elle glisse pas ces petites fioles d'aqua à droite à gauche et on se rend compte que ça tue les hommes. C'est vraiment dans l'optique à cette époque-là, la femme qui n'est qu'un objet, qui n'est qu'une épouse, qui n'a pas de liberté, etc. Remettre un peu de justice, que la femme puisse se défendre et des fois se libérer de ce fardeau qui est le mariage et se débarrasser de son mari tout simplement. Donc on les suit comme ça, sauf que sa mère va être arrêtée à un moment donné par les inquisiteurs et va être exécutée en place publique. Donc elle va finir par fuir et en fait on va suivre cette jeune fille là qui va se refaire un cercle d'amis, un cercle de femmes et qui vont continuer à vendre enfin pas à vendre parce que souvent c'est contre rien qu'elle le donne ce poison. Et voilà, c'est la grande peste, il y a vraiment des morts partout, donc voilà, un homme de plus ou de moins, ça change rien jusqu'au jour où la peste s'arrête et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui meurent étrangement. Et là, ça va être toute la partie de est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on n'arrête pas, je peux pas arrêter, qui mérite de mourir, c'est une meurtrière en soi ou c'est juste une justicière. La limite elle est vraiment assez floue à ce moment-là et on sait qu'elles vont finir par se faire arrêter. Et même en sachant ça, on est vraiment pris par le roman. On suit tout ça, on sait très bien comment ça va se terminer, assez mal pour ces femmes malheureusement. Et j'ai trouvé ça très bien écrit. La plume est super fluide. On est vraiment happé dans l'histoire, on a envie d'en savoir plus. Moi j'ai mis... j'ai mis 16 sur 20. Donc c'est pas non plus un coup de cœur, mais j'ai passé un très très bon moment. Et ouais, j'ai bien aimé lire ce roman-là, donc moi je le conseille, c'était très sympathique. On passe à l'abandon du mois, je pense le premier de l'année quand même. J'ai abandonné Pénélope Renditak, donc Le Chant des déesses, le tome 1 de Claire North. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire, en fait depuis sa sortie je l'avais remarqué, j'avais envie de le lire parce que j'aime bien les romans historiques. J'en avais lu quand même certains dans la Grèce antique. Je me suis dit celui-là pourquoi pas, c'est par le point de vue des femmes, etc. Donc en fait on lit à Ithaque. Ithaque, Ulysse qui est parti en guerre de Troie, qui ne revient pas, et donc c'est sa femme qui gère le royaume. On va suivre, je pense, plusieurs femmes
j'ai arrêté très très vite. Je crois que j'ai lu 3 chapitres, peut-être même pas 100 pages. J'ai pas lu grand chose parce que la plume ne m'a pas accroché tout simplement. Peut-être que si ça avait été une lecture plus fluide, j'aurais un peu plus accroché. Là, j'ai pas eu envie de me forcer. Peut-être qu'un jour je retenterai, je ne sais rien. Mais pour l'instant, c'était pas fait pour moi. Il y avait vraiment beaucoup de personnages avec des noms grecs. Donc en fait, d'une page à l'autre, tu te souviens même plus qui c'est. Et en numérique, je pense que c'était aussi compliqué en papier. Peut-être que en tout début du roman, on a la liste des personnages et qui ils sont. Chaque fois revenir, peut-être vérifier, checker qui c'est. Mais là, j'ai pas eu envie de continuer la lecture. Donc c'était un abandon, mais je suis persuadée qu'il est super bien, qu'il doit être très très intéressant à lire. C'est juste que j'ai pas eu envie de continuer. Et on passe à ma dernière lecture de ce mois. Donc il s'agit du tome 2 de 4 cafés, concours de pâtisserie au 4 cafés de Rachel Roland. J'avais parlé du premier tome dans mon bilan de 2025, où je présentais quelques-uns des livres qui m'avaient marqué sur l'année, et je l'avais lu à la période des fêtes. Et ici on est sur le deuxième tome, vraiment très vibe printemps plus été je pense. Et c'était ultra mignon, j'ai mis la note de 16 sur 20. En fait on va suivre Clem qui est la cuisinière du 4 café, enfin, elle fait les pâtisseries, c'est elle qui fait les gâteaux, etc. Donc on va suivre Clem qui en fait a des gros problèmes d'angoisse, de confiance en elle, de stress. Donc la manière dont tout ça est abordé est très très intéressante, hyper bien faite, on comprend sans devoir en rajouter. Et on va suivre, en fait elle a besoin d'argent parce qu'elle aimerait lancer un projet à elle, ne plus forcément vivre chez sa mère alors qu'elle a déjà la trentaine, etc. Donc elle va s'inscrire à un concours de pâtisserie où chacun doit représenter son établissement. Et dans ce cadre du concours, il y a le protagoniste masculin qui s'appelle... Je ne sais plus... Il s'appelle lui... Lucas. Qui s'appelle Lucas et lui il tient un café de chiens. Voilà, pour les propriétaires de chiens, randonneurs, etc. Donc il va y avoir une petite guéguerre entre chiens et chats, mais aussi une grosse tension, une rivalité qui s'installe, de l'amour, enfin la romance et une romance. Donc entre ces deux personnages-ci, c'est très très mignon, très câlin, très doudou, parce qu'on est vraiment à chaque fois entouré de l'univers. Des petits chats partout, de la pâtisserie dans tous les coins. C'est très léger, très sympa. Moi j'ai mis la note de 16 parce que pareil, ça restera pas dans les annales. J'ai préféré le premier tome, mais c'était très très bien. Donc on en a fini pour les lectures du mois d'avril. Et là je vais juste te présenter assez rapidement. J'ai fait un petit craquage. C'est rare que j'achète autant de livres papier d'un coup. Mais là voilà, il y avait des circonstances qui ont fait que j'avais envie un peu de craquer. Donc je me suis acheté, je te parlais la dernière fois, donc c'était mon bilan du mois de mars, où j'avais lu le dernier conte d'Alexia Thiel, le premier tome. Et j'ai du coup acheté le premier tome que j'avais lu en format numérique. J'ai acheté en papier et j'ai le tome 2 en papier pour pouvoir le lire incessamment sous peu. Il est beaucoup plus gros le deuxième. Parce que le premier tome, on avait combien ? Moins de 500 pages. Et là, on en est à 680. Donc, on a quand même pas mal de pages en plus. Donc, j'ai ces deux tomes-ci. Lui, il va pas tarder à passer, je pense. Et je ferai en fonction qu'ils sortent en poche. Je me les procurerai et je finirai la saga. Donc, je suis super contente de les avoir en papier, surtout en format poche comme ça. Ils sont trop mignons.
ça c'était le premier craquage, petit craquage. Deuxième craquage, j'ai acheté le tome 1 Dream Harbor en le Pumpkin Spice Café en papier aussi, que j'avais lu sur liseuse. J'avais tous les autres tomes en papier et j'avais pas racheté celui-ci parce que je me disais ça sert à rien, je l'ai déjà lu, etc. Mais pour la collection, je l'ai. En plus, il est trop beau. Le jaspage est magnifique et j'ai les 4 tomes en papier. Donc ça, je suis très contente. Et j'ai assez envie de te faire une vidéo où on va faire des marque-pages pour chacun des 4 tomes actuellement. Donc ça va être sympa. Et enfin, le plus gros des craquages que tu verras bientôt. Normalement ils vont être mis quelque part par là, donc peut-être que tu verras sur les prochains cadrages. Voilà, j'ai acheté les Assistant to the Villain en papier et en format hardback collector. Je sais pas si c'est le format collector, non. Mais j'avais lu les 2 premiers tomes l'été dernier que j'avais adoré. Le 3e est sorti le mois dernier, il me semble. Et du coup, je les ai achetés en papier. Franchement, ils sont trop beaux. Regarde l'intérieur. Détail à l'intérieur. C'est super beau. Donc, en fait, j'avais envie de relire les 2 premiers tomes avant de me plonger dans le 3e, tout simplement parce que j'ai adoré cette histoire. Et je les ai en cette magnifique version. Donc j'ai envie de relire le tome 1, le tome 2 et pouvoir me refaire le tome 3. Donc à mon avis ça va m'accompagner tout cet été. Je sais pas trop quand je vais commencer à me remettre à les relire, mais ça devrait être bientôt. À mon avis le premier sera peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. Et peut-être un par mois. D'ailleurs aussi il est énorme le 3e par rapport aux 2 autres. Je trouve qu'il est gros. Mais bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore pour quel type de vidéo. À mon avis, on va partir sur quelque chose un peu marque-page ou reliure. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser en termes de montage et de tournage également. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, activer la cloche des notifications si ça t'intéresse. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.